À quelques minutes d'entrée en scène, l'excitation est à son maximum. Dans la salle, le public s'installe peu à peu. Chacun discute avec son voisin, loin de s'imaginer l'agitation qui règne à ce moment-là de l'autre côté du rideau. Carmen, la Traviata, Othello ou plus récemment Norma, les plus grands opéras se sont succédés sur la scène de la salle Garnier depuis sa création en 1879. Nous vous invitons à découvrir l'envers du décor de l'Opéra de Monte-Carlo, une visite dans les coulisses de cette mythique institution monégasque. Nous sommes à la mi-février. Les premières caisses de matériel arrivent progressivement sur la scène de l'Opéra Garnier. D'ici une quinzaine de jours, chacune des pièces de ce gigantesque puzzle devra être parfaitement assemblée pour la première représentation du joueur de Prokofiev. Jouer avec. Bon, jouer un peu. Comme si, et comme ça. Tu vois, c'est pas. Aha. No, la ligne que se peut plus. Ah, rotonda. Si. Ok. En sous-sol, c'est le moment des premiers essayages de costumes. Pour cet opéra, pas moins de 50 chanteurs se succéderont sur scène. Robes longues, manteaux, chapeaux à plumes, le détail est poussé jusqu'au moindre accessoire pour retrouver l'esprit Belle Époque voulu par le metteur en scène Jean-Louis Grinda et le costumier Roré Raha. J'ai fait des créations vraiment. Et naturellement, j'ai investigué aussi l'histoire de l'époque, qu'est-ce qui s'est passé. La recherche, c'est très, très important de faire tout ce travail avant. Parce qu'on se met dans ce monde et après on peut commencer à reproduire, à créer vraiment. Mais ça, c'est la chose qui m'intéresse. Mais c'est le côté aussi théâtre. C'est pas le côté. Parce que sinon, je peux faire la fashion, comment se dit, stylisme. Et ça ne m'intéresse pas. Parce que faire des costumes pour le théâtre, ça n'a rien à voir avec les stylistes. Naturellement, les stylistes peuvent faire des costumes pour le théâtre, mais les côtés dramaturgiques, j'essaie toujours de raconter l'histoire. Et vous avez vu la dame, c'est une dame suspecte. Bon, il faut inventer qui montre avec les costumes les rôles. Et ça, pour moi, c'est la chose qui elle entre sur scène et on pense cette dame, c'est un peu bizarre, c'est un peu. Et que les costumes racontent un peu les rôles. C'est sublime ce costume, j'adore. Ça permet de s'approprier un petit peu déjà le rôle. Oui, ça aide beaucoup. Déjà, comme on bouge tout de suite, là, je sens fixé, je ne peux pas bouger. C'est comme, c'est comme pour un mariage ou quelque chose comme ça. Ils sont tout de suite élégants. Ouais. C'est bon. Du côté de la scène, les décors prennent forme progressivement. Ça engendre plus de vibrations dans le mur. Ouais. Mais après, il ne bouge plus, puisqu'on met les découvertes de chaque côté qui viennent se bloquer. Attends, ouais. Tiens. Merci. Donc, le problème va être l'alimentation électrique. Non, on va le fixer, puis après on verra. Au total, c'est près de 400 mètres cubes de matériaux qui seront installés sur le plateau. Un balai de techniciens qui opèrent méticuleusement sous le regard du directeur technique, Patrice Hérault. Il y a un an, on a eu une rencontre avec le décorateur qui, lui, nous propose une maquette, des images bien précises. Et de ces images, on va transformer ça en plan pour que ça puisse rentrer dans notre opéra ainsi que dans d'autres opéras aussi. Que l'ensemble puisse fonctionner par rapport, je dirais, aux demandes de ces messieurs de la mise en scène et de la décoration. Que tout se passe bien et que tous les corps de métier puissent faire leur travail normalement,
qu'ils aient tous les matériaux nécessaires pour pouvoir équiper, éclairer, habiller, les accessoires, enfin la vidéo, parce que la vidéo maintenant prend une part aussi importante dans notre travail, que tous ces services et les matériaux et le matériel nécessaire pour pouvoir arriver à amener à bien ces représentations. Ce qui nous sert précisément dans ce livret, c'est l'implantation. Ça, c'est le plus important. Ça représente, vu de dessus, l'Opéra de Monte-Carlo avec le nez de scène, le rideau de fer et le décor en général, vu du haut. Donc la ferme de l'intérieur de l'hôtel, les différents plans et les fameuses chambres. Là, vous les retrouvez. Donc la même chose, mais avec la roulette, donc pour le 4e acte. Plusieurs pièces maîtresses de cet opéra auront donné du fil à retordre aux équipes techniques. Des décors tout droit sortis de l'esprit de Rudy Sabunghi. Tout comme le costumier, le décorateur est lui aussi un habitué des lieux. Je connais cette salle depuis que je suis petit, puisque j'étais à l'école, au lycée. Donc les sorties pour les concerts, c'était cette salle. Donc, ensuite, étant au lycée, je fais de la figuration, toujours dans cette salle. Donc ce lieu, je le connais parfaitement. Et le challenge que je me suis donné quand j'ai su qu'on ferait le joueur ici, c'était d'imaginer que le spectateur qui arrive dans la salle pense que derrière le rideau, il y a une vraie salle du casino. Exactement l'impression qu'on a dans le hall. C'est-à-dire quand on arrive du hall, on arrive à sa droite, on voit une salle de jeu. On continue dans la salle Garnier et à droite, il y a la suite de la salle de jeu. Voilà, c'était ça le pari. Et donc on a reproduit scrupuleusement, c'est-à-dire on a demandé des autorisations SBM pour venir faire un reportage sur les moulures, les couleurs, la grosseur des portes, des carreaux, pour être le plus conforme à l'original. C'était passionnant. Des décors qui nécessitent un important dispositif motorisé. Près de 62 techniciens travaillent au quotidien sur cet opéra. Carlos, le chef machiniste, a suivi ce projet de sa naissance jusqu'à la construction du décor, à l'arrivée aujourd'hui des pièces sur le plateau. Moi, je suis responsable de la machinerie, donc nous utilisons tout ce qui est des commandes contrebalancées. On accroche les décors, on met du poids de l'autre côté et on fait fonctionner avec ces chanvres ou bien avec des moteurs. C'est tout notre souci, c'est que c'est une petite scène qui en plus est classée, qui n'est pas tout à fait symétrique. Donc toutes ces choses-là nous posent bien des problèmes, mais bon, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que l'opéra a rouvert, donc on sait anticiper les problèmes. Il reste une semaine de préparation avant la générale. Sur scène, les chanteurs ont pris possession des lieux. Le metteur en scène Jean-Louis Grinda apporte les derniers conseils et corrections à ses équipes. Oh yes, now maybe 30 minutes. Okay. 30 minutes. À la tête de l'Opéra de Monte-Carlo depuis maintenant 9 ans, Jean-Louis Grinda a signé jusqu'à présent une quarantaine de mises en scène. La première difficulté, c'est de se dire on va le faire. Ça, c'est une difficulté parce que c'est certainement, de tous les opéras que j'ai pu mettre en scène, c'est le plus compliqué. Et au sein de cet opéra le plus compliqué du plus compliqué, c'est le 4e acte, justement la salle de jeu, parce qu'il y a 20 rôles qui chantent en même temps, il y a un foisonnement de répliques, il faut donner une cohérence et une folie à tout cela, mais une folie ordonnée, bien sûr, parce que c'est extrêmement complexe. Donc ça a été vraiment un vrai défi. On va refaire la scène avec Baburenka. Always Baburenka. Le joueur est un opéra russe en 4 actes. Débuté en 1915 par Prokofiev, il ne sera finalement réalisé qu'en 1929 sur la scène de la Monnaie de Bruxelles. Inspirée de l'œuvre du romancier Dostoïevski, cette nouvelle, écrite en 1866, s'articule autour de l'addiction au jeu et à l'amour. La musique de Prokofiev n'a rien de la musique que l'on jouait au temps de Dostoïevski. Mais Prokofiev a adapté lui-même le roman parce qu'il sentait que la force de sa musique, sa vivacité, ses couleurs extrêmement expressives pouvaient tout à fait convenir au drame qui se jouera devant nous.
Et c'est vrai que c'est un opéra court, dense, intense, et vraiment que je trouve génial, parce que l'orchestration, l'inspiration de Prokofiev, son orchestration fait que par moments on est dans la salle de jeu et on entend dans l'orchestre, on entend la roulette qui tourne avec la bille qui passe de case en case. C'est quelque chose de tout à fait prodigieux, c'est une expérience. L'orchestre a bien évidemment un rôle déterminant, la musique est foisonnante, par moments forte, par moments douce. Jamais elle n'est facile, il n'y a pas ce qu'on peut appeler des airs dans cet opéra. C'est véritablement une pièce de théâtre avec de la musique et avec un drame très fort qui se joue. Voilà, j'espère qu'on aura réussi à intéresser les gens. Jean-Louis Grinda imagine donc pour cette mise en scène un parallèle entre la ville imaginaire de Roulettenbourg, où se déroule l'intrigue, et le casino de Monte-Carlo, lieu emblématique de la principauté qui accueille la salle Garnier où l'opéra sera joué pour la première fois. Pour cela, il choisit de projeter l'ensemble des acteurs en 1912, point culminant selon lui à Monte-Carlo de la Belle Époque. Les costumes ont donc été fidèlement reproduits, un travail qui a demandé de nombreuses recherches d'archives. C'était un grand travail, on a passé tout l'été passé, on cherchait dans les marchés aux puces, des matières pour les plumes, les rubans. Ça sont des choses qu'on ne trouve pas dans les marchés normaux aujourd'hui. Ce sont toutes des choses d'époque. Et aussi de ma collection privée, que j'avais collectionné beaucoup de choses que je donnais pour la pièce. Et bon, c'est comme ça qu'on part. J'essayais aussi d'un peu de faire une ambiance un peu russe, parce que je joue dans des Russes. Et la plupart des chanteurs sont des Russes aussi. Et naturellement des matières un peu de l'époque. Un point de départ richement illustré dans son précieux livret. Ça s'appelle la Dame Vénérable. Ça s'appelle La Dame comme ci, comme ça. Et ça, c'était des scènes des casinos de l'époque, des caricatures. Par exemple, je pensais, avec des chapeaux comme ça, on va être pas dans la salle de jeu. Mais les gens étaient dans la salle de jeu avec des chapeaux grands. Et il y a beaucoup ici de chapeaux immenses. Petit peu plus naturel, parce que les perruques sont différentes. Après les essayages de costumes, les chanteurs doivent passer entre les mains des maquilleurs et perruquiers. Deborah Nelson arpente les couloirs de l'Opéra Garnier depuis plus de 20 ans. Je la garde, maintenant celle-là, je la garde. C'est là. Le costumier a fait les dessins pour chaque choriste. Chaque choriste est un personnage. Le maquillage, c'est plutôt général. Voilà le maquillage pour les dames du cœur, l'esprit. Quelquefois un petit peu plus naturel que ça. Souvent, on criait sur les solistes, surtout les dames, les chanteuses. Souvent, je mélange leurs cheveux avec une postiche parce que ça fait beaucoup plus naturel. Et je travaille avec, peut-être je fais un essayage tranquillement avec la soliste. Aussi, son avis, c'est très important aussi, il faut qu'elle est à l'aise. Mais normalement, ça marche très bien parce que presque toutes les dames adorent avoir les postiches aux cheveux très longs. Il y a des bons. Tu sais qu'on va avoir ça toute la journée sur la tête, donc c'est une question d'addition. De retour sur scène, les répétitions se poursuivent. Jean-Louis Grinda est accompagné du chef d'orchestre Mikhail Tatarnikov pour les derniers arrangements. Nous retrouvons le chef d'orchestre à quelques jours de la première.
Посредством других опер Прокофьева, практически все Прокофьева, да, практически все Прокофьева я уже продирижировал и в Мариинском театре, и все симфонии. Буквально у меня это год Прокофьева в этом году, мы отмечаем юбилей, поэтому я в последний месяц и дирижировал и симфониями Прокофьева, и балет «Ромео и Джульетта», и было 3 оперы «Любовь трем апельсинам», так что приближался давно и достаточно насыщенно. Les répétitions se font cette fois-ci dans les conditions réelles du spectacle. Dernier moment sur scène pour les chanteurs et les techniciens afin de réaliser les ultimes ajustements avant la soirée de gala. Ancien danseur professionnel, Xavier Laforge a choisi une reconversion qui lui permettait de ne pas totalement quitter la scène. En tant que directeur de scène, c'est depuis son pupitre, côté court, qu'il donne le rythme au spectacle. Il faut avoir, par rapport à ma fonction, donc j'ai Elisabetta Accella qui est la régisseuse principale, qui elle s'occupe de tous les appels, les top machineries, toutes les entrées du côté jardin. Moi je suis du côté court et je suis là pour être vigilant à ce que tout se passe très bien au niveau de l'entrée des solistes, au niveau technique, au niveau sécurité, tout soit bien en place et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et qu'au niveau la relation avec les maîtres d'œuvre qui sont en face et qui nous donnent des indications de façon à ce que tout s'enchaîne comme eux le désirent aussi. Attention. Et go. Laurent Castin est responsable lumière, il peaufine les derniers réglages avec son équipe. Chaque détail est capital pour le bon déroulement de l'intrigue. Le grand soir est arrivé, la pression monte en coulisses, les choristes défilent tour à tour dans la loge maquillage. Un ballet d'allées et venues se dessine dans les couloirs et nous projette tout droit au début du siècle dernier. Dans sa loge, la soprano Oksana Dika se prépare à entrer dans la peau de son personnage, la belle Paulina. Ну как готовиться? Готовиться с пианистом, мы готовим роль с пианистом. Или кто может сам, читаем либретто, читаем, все прочитываем о том, о истории. Ну, это такой процесс. Я даже не знаю, у нас как-то это все автоматически. Может быть, некоторые учат сначала партию, а потом уже ищут какой-то материал и читают, потом уже читают. Некоторые вот так постепенно читают что-то исторические, какие-то вот то, что происходило в тот момент истории. Ну, да, каждый по-разному. Pour Misha Didik, le personnage d'Alexei n'a quasiment plus de secret. C'est aujourd'hui l'un de ses rôles privilégiés qu'il a déjà eu l'honneur de présenter sur les scènes de Milan et de Berlin. Для начала, когда начинаешь смотреть роль, в общем-то, учить, естественно, присутствуют какие-то моменты, которые нужно больше сил и внимания уделить, и потом в процессе эти проблемы какие-то, они исчезают, потому что это нормальное явление, когда ты только начинаешь, смотришь эту роль. В свое время я подписал контракт на первую мою постановку, не зная, что меня ждет впереди. Это было очень интересно, когда я впервые открыл клавир для изучения. Потому что я не думал, что это настолько сложная музыка. Я привык, в общем-то, работать в итальянской музыке, французской, и поэтому для меня это была современная музыка. Чайковский мне был знаком, и я уже пел Германа, это похожие роли, в общем-то, с игроком
но не совсем. Там другая цель стоит у Германа. Вот. И потом я согласился с тем, что это в процессе работы я понял, что это моя роль, что это мое. À quelques minutes du début du spectacle, le public commence à prendre place. En coulisses, on s'affaire. Les techniciens sont à leur poste. Les chanteurs sont prêts. Le rideau peut enfin se lever. À l'entracte, c'est le soulagement pour le directeur de scène. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, alors des petits détails par-ci par-là qu'on doit corriger, les corrections du metteur en scène, donc Jean-Louis Granda, au casque, donc des petits détails pour arriver à la perfection et continuer tout ceci après. Quelques minutes suffisent pour repositionner les différents panneaux de décor. Le spectacle reprend. Il reste encore 1 heure de concentration pour toute l'équipe. Du spectacle, l'impressionnante roulette aux dimensions hors normes qui apparaît dans le 4e acte. Réelle concentrée de technologie, elle s'anime à l'aide de plusieurs dizaines de panneaux lumineux montés un par un. Le rideau se baisse, la pression peut enfin retomber. Le public salue avec enthousiasme la prestation des chanteurs et de l'orchestre. Le pari de Jean-Louis Granda et de toute son équipe est réussi. Le joueur de Prokofiev a conquis les spectateurs monégasques. En coulisses, les esprits sont déjà tournés vers l'avenir. Le prochain spectacle se montera d'ici quelques semaines.